bienvenue à Rouler mais pas sur l'or, un podcast et un documentaire sur l'autoproduction. Je suis Vincent Descoteaux, encore une fois. C'est pas mal ça à chaque épisode, en fait. Si vous êtes déconcerté, vous êtes perdu sur Internet, je vous l'annonce. Cette semaine, en fait, je rencontre quelqu'un que je voulais parler depuis vraiment très, très longtemps parce que c'est large, l'autoproduction dans sa démarche. Il y a plein de branches de ce merveilleux arbre-là duquel on peut discuter avec lui. C'est Maxime Gervais, humoriste, musicien, producteur, auteur, créateur, acteur, figurant. Je suis fan, man. Salut, ça va? C'est beaucoup de titres, finalement. Oui, non, pour de vrai, ton LinkedIn, c'est un roman, man. Je sais même pas si j'en ai un. Tu fais bien. Tu fais bien. On a tout un, puis on est tous gênés. Des fois, on check dans la section spam de nos courriels, puis t'as LinkedIn qui arrête pas de te dire des affaires. Là, J'en ai peut-être un. Je sais plus. J'ai été dans mon LinkedIn récemment, puis je suis littéralement harcelé par Uber Eats qui arrête pas de me proposer des jobs parce que j'ai postulé en comme 2017. Ah ouais? Moi, puis là, je suis comme, il est trop tard. C'est-tu un vrai monsieur, ça, Uber Eats? Oui, exactement. Il y a une joke de Uber Eats à faire avec ça, mais je l'ai pas faite. Écoute, j'ai pas été là. Mais un monsieur, en tout cas, il y a un monsieur au Québec qui travaille pour eux autres puis qui veut vraiment que je pogne mon vélo et que je livre de la bouffe. Là, ça a l'air, c'est le chemin que je suis supposé entreprendre. Là, fait que... Ce serait bon, en plus. Là, oui, je pédale super bien. Je suis un grand cycliste, moi, dans la vie. Hein? Oui, je sais pas si on niaise ou c'est ça, mais genre je fais des longs trajets pour de vrai. Là, même. Je t'avais entendu en parler dans un numéro que tu avais fait une bonne ride de vélo. Oui, j'ai fait Montréal-Gaspésie cet été, puis je me suis fait crier à côté de Lévis, retourne en Ontario, espèce de lesbienne. Fait que ça donnait un numéro sur l'homophobie. Il y a tombé des couches là-dedans. Oui, non, je sais. Moi, j'ai une démarche. Oui, hein? Ah, ben ouais. Mais on n'est pas là. Ben, en fait, on est entre autres là pour parler de ma démarche, mais on est là pour parler de la sienne aussi. On est là pour parler d'autoproduction. Ouais. Et c'est quelque chose que je voulais parler avec toi, en fait, depuis longtemps, parce que vous, autant dans ton trio, en fait, votre trio, en fait, les Picbois, que toi, en tant que musicien, en tant qu'acteur, en tant qu'un paquet de choses, je t'ai beaucoup vu cette année, Maxime, dans plein de sphères, dans plein de médias, en fait. Fait qu'on dirait que tout décolle un peu en même temps. J'ai l'impression où il y a une belle ascendante. 2021 est une bonne année, mais ça fait longtemps que vous vous autoproduisez puis que tu t'autoproduis, en fait, à travers plein de choses. Donc, je vais commencer par la question la plus générale au monde. L'autoproduction, qu'est-ce que ça représente pour toi? Depuis le début, c'était le moyen de faire les choses qu'on avait. Mettons, avec les Picbois, c'était, on veut faire des shows, on va faire des shows. Oui. Ça a parti de même, ça a juste tout le temps été de même. C'est, OK, on veut faire un spectacle. Bon, on va, j'imagine, appeler une salle. Puis après ça, on va vendre des billets, tu sais. Fait que, parti de même. Puis en musique, c'est la même affaire. C'était, hey, j'ai envie de faire de la musique. Bon, j'appelle un ami. Comment je fais ça? Puis il dit, achète-toi telle affaire, là, le plus minimaliste, c'est ça. Puis je dis, OK. Cet ami-là, c'était-tu Mathieu Niquette? Non, c'était David Dugas-Dion de Valleyfield. Je peux en parler plus tard ou me lancer direct là. David Dugas-Dion, c'est lui qui a c'est un label qui est né à Valleyfield qui s'appelle Kuchabata Records. OK. Puis le but, c'était juste de rassembler les artistes un peu champ gauche qui font de la musique à Valleyfield. D'accord. Crab est né de là, qui aujourd'hui, ils se sont fait full connaître aux Francouvertes. Je sais plus quand, là, mais... On les salue. Oui, mais c'est ça, le but, c'était de rassembler cette famille-là. C'est tous des projets comme full indépendants. Fait que moi, musicalement, j'ai comme full évolué dans cette sphère-là du do-it-yourself. Okay. Ça a un peu teinté ma manière de tout faire aujourd'hui. OK. Dave, c'était un peu, c'est ça, l'espèce de pas de gourou, c'est pas du tout ça le mot, là, mais l'espèce de rassembleur de cette scène-là. Je comprends. Ouais. Ça en prend un des fois, c'est quand même le fun. Oui, puis encore aujourd'hui, je suis encore dans ce que je fais en musique, dans cette grande famille-là. Mm-hmm. Toutes les années, la pandémie, on s'en crisse, là, mais à chaque année, Dave, il organise le Kuchabata, le Cooch Fest. Oui. Puis, dans le fond, c'est toutes les bands qui vont faire un show d'une demi-heure. Puis là, c'est drôle parce que c'est tous des projets de noise, là, tu sais, un gars avec une balayeuse puis un micro, comme... Puis là, c'est tous des projets de même, c'est super chant gauche. Puis là, moi, après, j'arrive quand même avec mes tunes, 3 accords qui parlent de je sais pas quoi. Oh là là, j'aime beaucoup ta musique en passant. Je pense que je te l'avais déjà dit, mais je pense que c'est la première fois que je te le dis à jeun. Donc, je te le dis en possession de mes moyens. J'aime vraiment beaucoup ta musique. Même, je t'en parlerai plus tard, mais il y a un album en particulier que tu as fait qui me touche beaucoup, que j'aimerais qu'il accompagne le documentaire si possible. Oui. Fait que, ouais, absolument. La magie, je l'écoute en boucle. Il y a 2 tunes de La Magie qui sont dans mon top 25 sur mon iPhone les plus écoutées.
Underdog, oh my God, Ouais. j'aime ça. Ça me fait penser à Big Max aussi, mais on reviendra à Big Max aussi. Okay. J'ai des questions sur lui. Oui. Puis la magie, je sais pas pourquoi, mais ça finit bien une soirée. C'est après un show qui se passe bien, la magie deuxième partie, en fait. Si je me souviens bien, vraiment celui qui finit. C'est comme, moi je marche, j'ai 2 bières dans le corps, je suis content, puis je suis juste comme... Ah ouais, je feel good. J'ai pris des bonnes décisions dans ma vie, ça va. Mais ouais, non, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai parlé un peu avec ton ami Mathieu Niquette récemment, puis tu t'ostineras, moi, il me l'a dit, là, fait que j'ai le droit de le dire, mais il m'a dit que dans ton premier album, c'est lui qui accordait ta guitare. Mathieu Niquette, il était pas là, fait que ça m'étonnerait. OK, il m'a peut-être... J'ai joué avec la guitare à Dave là, sur l'album Salut. On a enregistré ça en un soir. OK. Mais ouais, il m'a peut-être dit d'accorder ma guitare. Ah, OK, d'accord. J'ai toujours cru que tu étais en capacité que tu avais les capacités d'accorder une guitare. Non, mais sérieusement, j'avais pas du tout l'oreille musicale. Fait que moi, jouer sur une guitare désaccordée, je m'en rendais même pas compte. Ah, je comprends. Fait que mon premier album, même, c'est Dave qui a pogné la guitare puis il l'a accordé comme à l'oreille. OK. Puis, tu sais, elle est accordée, mais pas sur... Tu sais, c'est pas en mi, la, ré, sol, si, mi. Là. Ouais, je comprends. C'est autre chose. Non, je comprends. Fait que des fois, je l'écoute puis j'essaye de jouer par-dessus pour repogner les tunes, puis je peux pas vraiment parce que c'est décalé, mais... C'est l'album Salut 2008. C'est le début d'une belle aventure. Non, mais moi, c'est quelque chose que j'apprécie, en fait, dans les démarches d'autoproduction, sur le fait que, tu sais, un moment dans l'autoproduction, que c'est ma croyance, que je trouve qui arrive jamais, mais dont on parle beaucoup, c'est le moment où ce que tu réalises que là, tu es prêt pour commencer. Moi, en fait, tout ce que j'ai fait, puis qu'au final ont été mes projets les plus rentables et plus... constructif en matière d'évolution de carrière. C'est des affaires que je pensais que j'étais pas prêt, mais comme l'année, je me suis mis un deadline et ou une obligation forcée parce qu'il fallait que je le fasse. Je pense aux ZooFest, je fais un peu de musique aussi, pas nécessairement professionnellement, mais j'ai fait quelques shows, puis je n'ai jamais été nerveux de même de ma Moses de vie, pour l'amour de Dieu. Mais tout ce que j'ai décidé de faire, je n'étais ni formé ni préparé à le faire. Ça donne juste que j'ai promis que j'allais le faire puis que j'avais l'impression de le faire du mieux que je pouvais. Puis le fait de ne pas avoir l'oreille musicale puis qu'un Dave accorde ta guitare puis OK, là, je fais un album, je trouve que c'est très autoproduction. C'est comme, j'ai le goût de faire un album. Puis et puis ça, c'est un détail parmi tant d'autres. Mais tu sais, il y a aussi... Mathieu me disait d'accorder ma guitare. Il y a Lisa Leblanc, c'est une de mes très bonnes amies. Puis elle aussi, madame, elle m'a dit, tu sais, tu peux brancher, tu peux accorder ta guitare. Puis, elle m'avait dit aussi à un moment donné en et la brancher. Ouais. Puis c'est ça, quoi d'autre? À un moment donné, Dave, tu sais, souvent ce que je faisais, c'est que moi, j'enregistrais mes tunes. Puis David du Godillon, on l'appelle Triple D dans l'intimité. Oh lui, il jouait le drum après par-dessus. Le problème, c'est que moi, je suivais pas un clic. Fait que mes accords étaient très ici et là. Tu sais, c'était comme la tune partait bien slow puis elle finissait bien vite. Fait que Dave, à un moment donné, il m'avait dit, tu sais, pour vrai, là, c'est rough, là, faire du drum sur quasiment de Frank Zappa, là, tu sais. Là, il était comme... Puis là, des fois, je mets des pauses dans mes tunes, mais tu sais, ça repart à un moment X, puis là, lui, il est là. Fait que, non, j'ai comme full appris. Il y a des limites à être jazz. Ouais, c'est ça. Puis tu sais... moi, c'est tout autodidacte. Là. Aujourd'hui, je monte mes albums, je les réalise, j'imagine. Dans ton studio maison. Ouais, je fais tout seul. Là. Il y a la pochette que c'est pas moi qui fais, tu sais. Fait que je fais tout seul. J'apprends. Tu sais, justement, tu parles de la magie. Ben, si tu compares la magie à, mettons, mon dernier qui est une nouvelle forme de joie, tu vois que j'ai appris des affaires. Oui, j'en doute pas. Tu sais, je l'accepte, ça. Que ce que j'ai fait il y a 5 ans, 6 ans, sonne un peu le cul. Ouais. Artiste raté, là, moi, c'est un des albums que j'ai fait que j'aime encore beaucoup, beaucoup. Ouais. Il sonne le cul, là. Il n'y a rien qui fait du sens, là. D'un point de vue technique, j'avoue que c'est particulier comme album. Les mids, là, puis les basses, des fois, c'est dans l'esti de tapis où il n'y en a pas du tout. Tu sais, mais c'est comme on dirait que cet album-là devait sonner de même pour où j'étais dans ma vie, parce que là, je m'emporte, là, mais je pense que... Oh non, vas-y. Je suis pas le genre de gars qui a une structure apparente, du moins. Mais... J'essaye que mes albums soient toujours un peu le reflet de où je suis rendu dans ma vie, avec genre une thématique principale. Souvent, tu peux dire, quand tu regardes, mettons, 2-3 ans de ta vie, tu peux dire, ces 3 ans-là de ma vie, c'était ça. Fait que j'essaye que mes albums soient ça.
Puis tu vois, artiste raté, c'était je venais d'avoir 30 ans, je faisais de l'humour, mais j'en vivais pas. Je faisais de la suppléance au secondaire pour arriver à vivre. T'étais très drôle à l'époque, d'ailleurs, quand il y avait des hecklers dans la salle puis tu faisais de la suppléance. Ouais. Bon, là... À quel point t'es rodé de parler à du monde de 14 qui veulent pas... Si t'étais dans ma classe, je te sortirais. Mais non, c'est ça, tu vois, c'est ça, j'avais 30 ans, puis là, tu sais, on faisait de l'humour, puis je voyais du monde arriver, puis c'était pas de la jalousie, mais c'est que tu vois du monde arriver dans le milieu, puis super rapidement, pow! Au top de la pyramide du succès, ce qui est formidable pour eux autres. Mais tu sais, à un moment donné, tu viens à douter de ma place, moi, là-dedans, est où? Là? Je suis un esti d'épais qui rame comme un débile. Fait que, tu vois, cet album-là représentait ça, et je trouve que la manière qui sonne, un peu le cul, mais représente ça aussi. Oui, absolument. Bon. En fait, permets-moi de rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose que je ramène dans littéralement toutes les entrevues parce que c'est un peu le message du documentaire, mais on va faire un long parallèle avec ça, mais je fais un point, je te le promets. Vas-y. Moi, pendant la pandémie, je me suis découvert une passion, c'est broyer devant des drames sportifs. Moneyball, super bon film pour commencer. Moi, j'étais bien fan de la série sur Michael Jordan puis sur toutes les saisons qu'il a faites avec les Bulls. Oui. Bref, je pense qu'en ce moment, quelque chose en lequel j'ai besoin de croire, c'est la persévérance. Et prenez ça comme message, les jeunes. Non, c'est beau, c'est un beau message. Oui, absolument. Puis quelque chose que je trouve très beau dans l'autoproduction, qui se trouve un peu nulle part ailleurs, en fait, c'est le principe que sans dire que les personnes qui s'autoproduisent sont dénuées de talent, parce que je pense que c'est fondamentalement pas vrai, l'autoproduction, c'est un chemin, en fait, qui permet de trouver puis de prendre sa place dans ce que tu veux faire, en fait, d'acquérir le droit de faire le métier que tu as envie de faire pour de vrai, sans avoir nécessairement besoin de la reconnaissance de gens plus puissants, plus fortunés que toi. Sans nécessairement avoir besoin, en fait, de te faire dire par un agent, un producteur, une école de l'humour ou quoi que ce soit, en fait, que « OK, moi, je crois en toi, therefore, ça peut commencer. » C'est juste comme si moi, j'y crois assez puis ma démarche fait assez de sens, ça va être à petits pas. Ce sera pas genre comme à grandes enjambées. Métaphore de pas qui s'est mal passé. Mais de prendre un peu sa place petit à petit pour dire genre c'est correct de sonner le cul en ce moment, mais si je travaille assez bien puis avec assez de rigueur, un moment donné, ça va faire du sens puis tout ça va avoir valu la peine. Puis je trouve ça le fun en fait parce que toi, littéralement, tu as des preuves sur des CD de ça. Genre. Des CD. Oui, ben tu sais, un moment donné, moi je trouvais que tant que ça sonne mieux, tant que j'apprends, tant que je me développe, je vois pas de problème avec ça. T'sais. Absolument, parce que c'est... comment dire? C'est pas facile tous les jours décider de faire de l'art. Mais moi, je trouve ça le fun à différents niveaux, à toutes catégories confondues en tant que tel. C'est une discussion que j'ai souvent avec les gens, puis peut-être que toi, tu l'as encore plus, parce que d'un côté, tu fais plus de formes d'art que moi, puis d'un côté, tu en fais depuis plus longtemps. Des fois, il y a des gens qui me disent « Je suis un peu jaloux de ce qui t'arrive. » Mettons, puis j'ai une jeune carrière là, en tant que tel. J'ai joué quelques fois devant comme... plusieurs centaines de personnes. Les gens te disent qu'ils sont jaloux. Oui, non, ça arrive souvent. Non, pour de vrai. Peut-être que je me tiens... Non, mais PB m'a dit la même affaire. Mais c'est Pierre-Bruno Rivard, pour ceux qui... Mais oui, non, il y a même des membres de ma famille à Noël, en fait, parce que check, mettons, mes statuts. J'ai des familles qui habitent vraiment loin, fait qu'ils viennent pas me voir comme nécessairement tout le temps. Mais comme ils voient mes statuts, puis je pose pas des fois « Hey, je me suis planté ce soir! » Like, partage. Mais ils voient surtout, en fait, les bons coups, les affaires dont je suis fier, genre ce que je pose sur les réseaux sociaux, les affaires qui sont importantes pour moi. Fait que c'est ça. Puis des fois, ils me disent, ouais, je suis un peu jaloux parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça de la scène. Puis juste comme, je le prends comme, moi, je le prends en bien. Je sais que c'est pas avec malice, mais en même temps, tu sais pas c'est quoi mon quotidien. Je suis désolé, mais tu le sais pas. Tu sais, t'es jalouse du moment où j'ai dit la blague qui fonctionne et là, les gens rient, applaudissent, se lèvent, ainsi de suite. Mais t'es pas jalouse de moi pendant 4 heures devant un document Word en bobette dans ma cuisine qui est aussi mon bureau, ben, j'habite d'un 3,5 jusqu'à le succès, mettons. Mais même ces moments-là, moi, je les aime parce que ça fait plus de sens dans ma tête que, par exemple, vendre des cellulaires, ce que j'ai fait pendant 10 ans. Puis c'est... En ce moment, je suis rendu à un point de ma carrière que j'appelle « j'ai gagné le droit d'être pauvre ». Mais je l'aime, ce moment-là. T'sais. Moi, là, ça va... Je vais essayer de pas virer trop émotif. Je chéris la vie, man. Pour vrai. Là. Je pense que chaque fois que je me lève, que je mets mon laptop dans mon sac, puis que j'amène comme mon petit cahier de notes pour aller au Atomic Café, m'asseoir, travailler, puis que c'est ça ma journée, puis que le soir, je vais aller roder ça d'un bar,
en vue de faire un show où des gens vont se déplacer pour venir, je te jure, souvent je me le dis, là, ça n'a pas de sens que ce soit ça ma vie. Ouais. Genre, ça me fait capoter. Que je répète avec mes 2 meilleurs amis chez nous, puis qu'on rit. Puis tu sais, on a écrit de quoi, puis là on le répète, puis là il y a des gags qui se rajoutent, des estis d'affaires niaiseuses, puis on pleure de rire. Puis on se dit, ben si nous autres on pleure de rire, peut-être que le monde au show va pleurer de rire. Des fois c'est pas le cas, là, mais Non, c'est vrai. des fois oui. Mais au pire, t'as pleuré de rire pareil dans que ta journée. ça, ce soit ma vie, là, j'en reviens pas. Ouais. Tu sais, puis un peu comme toi, tu sais, j'ai eu les jobs. Là. J'ai déchiré des tickets au cinéma, puis j'ai travaillé dans un club vidéo qui était une super belle job. J'ai été concierge d'un hôpital à torcher tous les fluides corporels que tu peux imaginer. Oh my Je les ai God. tous vus. J'ai fait ça pour payer mes études. J'ai enseigné. J'ai été suppléant pendant 5 ans. Fait que, tu sais, je l'ai fait mon chemin de croix, là. Ouais. Puis aujourd'hui, c'est ça, je te jure que je remercie la vie. Ben, je remercie la vie, mais comme tu parlais de persévérance, je remercie que ça ait marché. Tu sais. Ouais. C'est malade. Là. Ouais. Ouais. C'est sois émotif autant que tu veux, c'était Ouais, très ouais. beau. Non, mais c'est Je pensais pleurer, mais bon. Oh, non, mais c'est pour ça que t'es m'a t'avoir. Mais non, mais c'est vrai. Il y a Alec Pronovo que j'ai reçu, en fait pour ce podcast-là, puis pour un autre, en fait, j'ai un podcast sur le cinéma aussi, fait que ça faisait du sens de recevoir Alec, grand cinéaste, checker tout ce qu'il a fait. Puis il avait dit quelque chose, en fait, que Vincent Biron lui a dit. Je ne sais pas si tu connais Vincent Biron. Ben, sûrement, c'est qui? C'est un autre réalisateur. Il a fait le film Prank. Il a aussi fait le film Avant qu'on explose. Puis je pense que récemment, je ne sais pas s'il a scénarisé ou réalisé, mais il a fait le film avec Philippe Audrey-Larue, Saint-Jacques, les Barbares de la Malboum. Ouais, okay. Oui. Mais bref, jeune réalisateur, très cool. Puis un moment donné, pendant un tournage, il a dit la phrase « Hey, la gang, on vit des vies enchantées. » Ouais. Puis je trouvais vraiment que c'était une belle image parce que d'un côté, tu sais, c'est vrai que ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est même dans les aspects comme plus bureau de ma vie. Tu sais, des fois, je prends jamais le métro, en fait, ces temps-ci, parce que moi, je refuse d'aller au gym, mais j'aime bien être en forme. Fait que je fais soit du vélo, soit je marche, en fait, pour peu importe où je me rends. Fait que c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, je prends 1 heure pour marcher de chez nous jusqu'à le studio dans lequel on est, pour aller filmer le podcast de Laurent Paquin. Puis, je suis un technicien là-dedans. Mais tu sais, je jaserai avec Laurent un peu avant, un peu après. Tu sais, on est rendu amis sur Facebook, on se jase des fois. Tu sais, super bel humain, très bon podcast. Je suis content de faire ça. Puis je suis comme, Colin, je travaillais dans Apple Store, moi, il y a 4 ans. Ouais. Puis là, je suis quand même rendu à filmer le dude que je regardais faire des galas quand j'étais kid. Genre, ça a donc bien pas rapport. J'ai fait 3 ans d'université qui n'ont pas rapport avec ce que je fais en ce moment. Ben, un peu. Mais qui ont servi à leur manière. Non, c'est ça. Puis au final, ça m'a amené ça. Genre, à quel point, genre, j'aurais pas pu gager du cash sur ça allait être ça, ma vie, mais c'est donc bien le fun. Mais d'un côté, dans une vie enchantée, des fois, tu croises un dragon, c'est stressant. Fait que des fois, j'ai des moments d'angoisse complètement incroyables par rapport à ma job. Mais en même temps, c'est de l'angoisse par rapport à quelque chose que j'aime. Fait que je suis capable de la justifier dans ma tête. Fait qu'elle est tough, c'est pas facile tous les jours. Mais en même temps, Colin, c'est rendu ça, ma vie. C'est rendu ça. C'est rendu filmer du monde que j'admire, faire des jokes avec du monde que j'admire, avoir 8 métiers que je respecte, que je comprends pas comment ça se fait qu'on me donne de l'argent pour ça. Tous les jours, je suis encore ému à chaque fois qu'on me donne une paye. Puis je suis juste comme, ben, ce sera ça. Ouais. C'est le fun, ça. Ouais. Puis ça a pris 4 ans de vraiment pas clair de me demander si ça allait payer un moment donné, puis finalement, ça l'a fait. Fait que croyez en vos rêves, les jeunes. Excusez, j'avais pas de questions par rapport à ça. Non, mais c'est cool. Ouais, quand tu payes tes... Moi, je me souviens, là, je faisais de la suppléance, puis il y a eu un moment donné en septembre où j'ai regardé mon agenda, puis je voyais les shows qu'on avait, puis j'étais comme, Chris, je pense que je peux le faire, tu sais. Là, le premier mois que tu payes avec ton art, là, ça file bien, puis depuis ce temps-là, c'est ça rentre. Absolument. C'est ça. Je vais. Tantôt, je sais pas, j'ai eu. Tu sais, je parlais de à quel point la vie était belle. Il y a un moment qui vient de me revenir à l'esprit. C'était récemment, on est allé faire des shows. Je crois que c'était à Chicoutimi puis Alma. Ouais. J'étais avec les gars, on est dans le char sur l'autoroute 20. Puis, tu sais, nous autres, mon char, là, les portes barrent même pas automatiques. Il n'y a rien. Fait qu'on roule encore avec des CD, que j'amène une pile de CD. Ah, ça, c'est nice. Puis, tu sais, on amène juste des estis de CD ironiques. Il n'y a rien qui fait du sens. Puis, à peu près à chaque fois qu'on fait des longues routes, on écoute les albums de leur JMP. Oh my God! Avec le Mercedes Band. Je pensais que tu allais me sortir le band de rap de Didier Lucien et Martin Petit, mais tu as été plus loin encore. Je te le donne. Fait que... d'habitude, on écoute le volume 1 qui a Flash tes lumières, tous les classiques, Laisse-moi t'aimer. Mais des fois, on met le volume 2 qui est vraiment plus obscur. Puis tu sais, t'as bien des tunes de corporate rock des années 80 que t'as jamais entendu de ta vie. Là, fait que là, on met ça.
On met le son fort. Puis à un moment, on écoute une toune, là, je te jure, là, c'est comme rien. Là. Puis on est tous partis à rire les trois en même temps parce qu'on se disait, c'est sûr qu'on est les seuls humoristes au Québec, assurément, mais probablement au monde qui fait la tournée en écoutant ça. Tu sais. Je pense qu'il y a personne en France qui fait Mais ça. genre, on pleurait de rire. Je disais, man, c'est quoi? Tu sais, on a 36 ans en plus. Fait que tu sais, c'est plus genre des jeunes là, qui partent. On est genre des messieurs. Là. On est rendu des messieurs. Là, tu sais. Non, c'est ça. Julien va avoir 40 ans. Vous allez tous avoir mal aux genoux dans maximum 5 ans. Là. Je braillais de rire. Je sais que c'est drôle. Puis là, en plus, on s'est donné... on a décidé qu'à nos 40 ans, on se faisait percer l'oreille. Oh! Entre amis. Puis, tu sais, cette idée-là, c'est comme l'adolescence qui finit plus de finir. Là. Puis, tu sais, je trouve que... je reviens à l'autoproduction, mais... Oui. Tout ça fait partie de ça. Je pense que dans l'autoproduction, là, on pourrait parler de louer des salles, puis gérer une billetterie, puis tout ça. Pour moi, il y a aussi un moyen que ça reste un jeu, que ça reste punk, de rester adolescent. Ah, c'est super important pour nous autres. Puis, en ce moment, on a une équipe de gérance. On est chez Bang Management. Félicitations, d'ailleurs. Merci beaucoup. Avec Laurence Gottschall, une de mes plus belles rencontres. C'est très interne à l'humour, ce que je veux dire, mais Laurence est dans mon top 3 de mes agentes préférées. Je dis agente, en fait, au féminin, parce que dans mon top 3, il y a 2 filles, là, mais c'est de toute catégorie, tout genre confondu, elle est exceptionnelle. Mon Dieu, qu'elle fait bien sa job. Ah ouais, tellement fine. Puis, tu sais, elle est capable de te dire ce qui marche pas, mais avec le sourire. Ça te remet pas, là. Elle va te le dire, puis tu fais, ah ouais, ok, ben oui. Les plus efficaces formes de reproche, c'est quand tu ne sais pas que tu es en train de te faire chicaner. Ouais, c'est ça. Fait que, je m'en allais avec ça, je parlais de le punk un peu. Oui, de garder l'adolescence. Ben, c'est ça, tu sais, avec Bang Management, on était en train de checker pour faire une tournée des Pic-Bois. Puis, ça faisait partie de ce qu'on voulait. Tu sais, non, on veut plus nécessairement jouer d'un esti de bar de merde qui a pas de console, puis pas de micro. Là. Ah, c'est ça. Là. Ça, on veut plus le faire. Idéalement, on aimerait mieux dormir dans un lit que sur le plancher. Ce serait sympathique aussi. Mais pour le reste, on veut que ça garde la forme de 3 chums qui partent en char. Absolument. Avec un laptop dans le sac pour les culs de son, puis que c'est ça la vie, tu sais. C'est ça qui nous fait triper, tu sais. J'en avais parlé avec Stéphanie Vandelac qui travaille pour Consortium, qui a une mentalité de boîte de gérance en fait complètement exceptionnelle. Je trouve parce que c'est plus de l'accompagnement dans l'autoproduction. Parce que tu l'as vécu, je l'ai vécu, tout le monde qui s'est autoproduit, on l'a vécu. C'est apprendre des métiers sur le tas, s'autoproduire. Par conséquent, c'est être destiné à être au minimum une fois sur deux un peu focal la première fois que tu essayes quelque chose. Genre. Fait que, mais quelque chose comment dire... Quelque chose qu'elle me disait que je trouvais le fun. J'ai-tu perdu mon idée? Moi, mon Dieu, je suis... Stéphanie Vandelac. Oui, Stéphanie Vandelac. Oui, non, c'est ça. Je me souviens de Stéphanie, je me souviens juste pas. Qu'est-ce qu'elle te disait, là? Qu'est-ce qu'elle me disait, là? T'as planté une fois sur deux. La gentille Stéphanie. Elle t'a dit un truc, là. T'as dit... Oui, non, c'est ça. Ça va me revenir, en fait, dans le pire des cas. Mais, oui, l'aspect punk, en fait, c'est ça. Oui. En fait, c'est que l'autoproduction, en fait, d'un côté, oui, ça amène son lot de stress parce que c'est beaucoup de métiers qu'il faut que tu apprennes à faire par toi-même. D'un côté, ça amène une liberté hors du commun. Ouais. Tu sais, il y a une espèce de concept, c'est parce que je comprends pourquoi j'ai perdu mon idée, parce que ça touche plein de sujets qu'on ramène dans cette entrevue-là. Ouais. C'est en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on réalise que l'autoproduction, d'un côté, ça amène une liberté de création quand même un peu intense qui va particulièrement bien avec les Pic-Bois aussi, parce que je connais pas des tonnes de gens qui vous copient, puis je pense que c'est complexe copier les Pic-Bois. C'est pour vrai, je souhaite pas ça à bête du monde que j'aime pas dans la vie. Ben, autant que si tu copies les Denis, ça va paraître. Je pense que si tu fais du... Tu sais, ça a pris du temps, mais on l'a trouvé, notre couleur. Oui, absolument. Je pense qu'à cette heure, si tu essaies de refaire ça, ça va paraître. Oui, exactement. Fait que, mais j'ai l'impression, en fait, que ce modèle d'affaires-là, c'est-à-dire un modèle autoproduit, on commence à avoir de plus en plus d'exemples de succès là-dedans. Vous êtes un bon exemple avec vos shows que vous faisiez comme un mois, puis après ça, c'était fini, vous partiez en tournée avec ça, après ça, vous en écriviez un autre. Vous êtes très connu aussi pour, c'est vraiment pas un reproche, même si ça va sonner négatif, mais de vous tanner de votre stock assez rapidement, j'ai l'impression. Corrige-moi si je me trompe. Ouais. Quand ça nous fait plus rire, ça nous fait plus rire. Non, c'est ça, mais tu sais, Mathieu Dufour aussi a autoproduit une tournée, Jay du Temple a autoproduit une tournée, Mike Ward. Daniel Grenier aussi que... Oh my God, il m'a fait broyer, lui, à m'amener. Daniel, en fait, c'est possiblement l'humoriste le plus marquant dans ma vie.
Ben moi, les Chicken Swell, ça a été... Karaté, hein? Oui, exactement. Non, c'est ça. La fois qu'il a failli devenir représentant pour une compagnie de 4 roues aussi, ça, Oui. moi, je viens de Rawdon, fait que ça me rejoint, tu comprends. Là, faudrait juste qu'il french sa sœur, puis là, on serait vraiment... Non, mais c'est... Rawdon, encore une fois. Ah ouais, désolé, c'était une blague de région. Je pensais que c'était une joke de François Legault. Non, je sais. Le lien. Oui, non, mais moi, dans mes podcasts sur l'autoproduction, j'amène toujours des vieux référents. Là, Oui. je vais plugger Hubert Lenoir qui suce son trophée aussi éventuellement. Ça s'en vient. Là, fait que non, mais Daniel, en fait, quelque chose que j'admire beaucoup, puis j'aimerais tellement ça le recevoir en fait dans le cadre de ce podcast-là aussi, c'est à quel point ce gars-là était un dieu de la scène pour moi parce que le show des Chicken Swell, je l'ai en DVD, j'ai toute la série en DVD avec les cadeaux. Je sais pas si tu te souviens de ça. Ça venait avec genre comme... La clé de la ville. Ouais, la clé de la ville. Ça, c'était à la saison 2. Dans le premier, c'était un kit de patates au four. C'était juste une feuille de papier d'aluminium. En tout cas, c'était vraiment très drôle. Ouais. Mais bref, à quel point ce gars-là, il est parti tout seul, puis il a fallu qu'il réapprenne son métier au complet. Ouais. À quel point ce gars-là était absolument pas formé pour faire du stand-up tout seul. Puis il a sorti un spectacle, il a réalisé que Chris, il avait des choses à apprendre après genre 30 ans dans le métier. Puis il a pris 5 ans genre à réapprendre à faire de l'humour tout seul. Puis après ça, j'ai été voir sa première médiatique au Jésus. Puis gros standing, ça allait super bien. Quel bon show. Puis tu sentais le 5 ans d'humilité de gars qui fait comme OK, là, j'ai du chemin à refaire. Puis c'est que c'était bon. Puis au-delà de ça, c'est tout le travail est là. Mais ce qui me fascine de ce gars-là, c'est la candeur avec laquelle il fait ses choses. Ouais. Il y a une bienveillance qui est fucked up. Ouais. Il est pas en train de se battre pour un spot. Oui, absolument. Tu sais, si on le voit souvent, tout le monde est... La majorité des gens que je rencontre, tout le monde est sympathique. Là. Oui. Mais ça se bat un peu pour sa place. Je pense que Daniel, il y a comme cette espèce de candeur-là que je vais faire mes trucs, puis je vais avoir ma place. Puis je vais avoir du fun à le faire. C'est remarquable. Ben en fait, j'en ai jamais parlé dans aucune des autres entrevues, mais j'aurais dû. Fait que là, je me sens en cave. Ben, c'est pas grave. Mais tu m'as fait penser à quelque chose. Il y a quelque chose, ce sera pas lourd, disclaimer, mais comme s'il y a une affaire en fait que le mouvement, entre autres, que le mouvement MeToo, en fait, dans l'humour m'a appris, c'est, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes dont la carrière allait super bien, qui ont disparu, en fait, tout simplement. Et une affaire que j'ai réalisée, c'est qu'un humoriste qui arrête de faire de l'humour, dans le great scheme of things, c'est pas si grave que ça. Au final, tu sais, on en revient. Tu sais, genre, comme, tu sais, c'est OK, ben, il y aura d'autres jokes, ce sera tout. Et quelque chose que je me souviens, je le nommerai pas, mais en fait, je faisais du char avec un humoriste qui a été comme cancellé. Et c'est fou à quel point il se plaignait non-stop. Genre, il se plaignait du ZooFest, il se plaignait des shows qu'il y avait, il se plaignait du show qu'on allait faire. Je me sentais comme, parce que moi, je commençais à ce moment-là, puis t'avais Joe Korn qui conduisait à côté, que lui, il a toujours up la vie et comme aime beaucoup son métier, très content d'être là. Puis je me sentais comme, genre, je me sentais comme un enfant dans le char, puis papa puis maman essaient un peu de cacher qu'ils sont en train de se chicaner puis qu'ils sont clairement à la fin, genre, mais qu'ils essaient de le cacher aux enfants en arrière, nous, les jeunes humoristes qui en font depuis moins d'1 an. Mais ça me fascinait à quel point l'humoriste en question était blasé. Puis j'étais comme, ben au pire, t'es pas obligé de faire de l'humour. En tant que tel, ça m'a toujours fasciné. Ben, je sais que c'est dur. Ça fait assez longtemps. Je sais qu'il y a des moments d'incertitude puis des affaires, mais c'est comme... J'ai l'impression que l'autoproduction amène aussi comme une espèce de sécurité de continuer à avoir du fun à faire ce métier-là. De garder cet aspect justement comme partir à rire avec ses chums. Puis Ouais, puis ce qui est aussi cool, c'est que souvent en autoproduction, quand ça chie, c'est un peu de ta faute. Oui! Fait que tu sais, c'est... T'as personne à blâmer que toi-même. Puis, moi, je vais prendre la porte que tu as ouverte. Pendant la pandémie, moi, j'ai découvert, je connaissais ça un peu, mais j'ai découvert NoFX, le band de punk. Puis je me suis tout tapé, j'ai écouté l'audiobook de leur livre Bathtub, quelque chose, là, un bain plein de marde. Oui. J'ai écouté ça, j'ai capoté. Puis tu sais, oui, NoFX, c'est des millionnaires. Là. Oui. T'sais, on parle plus d'ados punk qui jouent, mais absolument. Je sais pas si tu te souviens de la série Backstage Passport. Non. Ça avait joué à Musique Plus. En gros, c'est début des années 2000. Tu sais, NoFX, c'est ça. Ils sont riches, ils n'ont pas besoin d'argent. Puis ils sont comme un peu tannés de faire des tournées, tu sais, de chacun dans sa chambre d'hôtel. Puis là, tu te vas dans la loge, puis il y a tout ce que tu veux. Tu fais ton show, puis après ça, hey, ciao les gars, puis tout le monde retourne dans leur truc. Puis chacun a son avion, à la limite. Là, je sais pas si c'est ça, mais tu comprends, là? Fait qu'ils ont dit, on va faire une tournée mondiale dans des pays et des villes où personne veut aller. Puis genre, autoproduit, ben tu sais, ils ont leur label Fat Record. Fait que c'est comme de l'autoproduction, mais
un peu big. Là. L'autoproduction qui de centaines de produit milliers des de dollars. centaines de milliers Ouais, de bandes. Là, mais c'est ça. Mais quand même, ils l'ont autoproduit. Puis, ce que tu suis dans la série, en gros, c'est qu'ils ont tourné, ils sont partis avec une équipe de tournage, puis tu vois toutes les villes. Écoute, je te jure, là, c'est débile. Je vais finir d'expliquer ce que je voulais dire. En gros, ça, ils ont tourné le truc, puis après, ils ont vendu les images à, pas MTV, mais un autre channel, qui ont fait un montage, mais le montage est très MTV. Fait que si vous l'écoutez à la base, ça peut être un peu rebutant, parce que c'est comme... Ouais. MTV 2001 aussi, Ouais, là, genre. c'était Seigneur. Mais ça finit par se placer, puis pour vrai, le document est fucking intéressant, parce que c'est eux autres qui arrivent, genre, au Pérou. Ouais. Puis là, ils font bon, ben là, t'as leur agent Kent, qui est comme le directeur de tournée, qui est comme bon, ben là, la fille qui va s'occuper de nous autres, elle s'appelle Yolanda. Puis là, ils sont à l'aéroport, puis il y a personne, puis à un moment donné, tu vois Yolanda arriver au loin, là. Ouais. Puis tout le monde leur face, c'est oh shit. Tu le vois tout de suite que c'est que ça ira pas bien, là. Puis là, tu sais, eux autres, on s'entend, NoFX qui va au Pérou, là, c'est des dizaines de milliers d'adolescents, là. Elle les amène dans un champ. Puis là, t'as un des techniciens qui regarde ça, puis il fait Chris, il n'y a rien ici, là. Ouais. C'est un champ. Il n'y a même pas d'électricité. Fait que là, ils sont comme ben, on peut pas faire le show. Fait que là, ils essayent de trouver une solution, mais Chris, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Puis là, ils apprennent en plus que Yolanda a pas de permis. Là. Elle a juste un champ, mais il n'y a pas de permis d'utiliser cet espace-là. Hey, fait que là, imagine, tu as des dizaines de milliers d'ados punk qui arrivent pour voir le band qu'ils attendaient de voir, qui est jamais venu là. Je suis fasciné à un point qui finit plus. Il arrive et la police arrive parce que Chris, il y a un show d'ampleur mondiale qui se passe d'un champ illégalement. Fait qu'écoute, ça vire là, à l'estime de marde. Le show n'a pas lieu. C'est sûr. Le band, il faut qu'il se sauve caché dans un truck de tournée, là, un cube, parce que sinon, c'est l'émeute. Le lendemain matin, eux autres, ils se lèvent, le band, puis il y a devant leur hôtel, genre, des centaines de jeunes en tabarnak. Puis t'as Fat Mike, le chanteur, qui fait « Fuck it, esti, on fait de quoi? » Fait qu'il sort une guitare acoustique, il sort, puis ça devient comme un show dans la rue de lui assis qui fait des tunes. Puis tu sais, ce moment-là, c'est comme ça qu'il recherchait aussi, tu sais. Ouais. C'était ça le but de faire tout ça. Ah, c'est le fun. Puis après ça, ce que tu suis, c'est que dans chaque ville où ils vont, je pense qu'ils sont le premier band punk à aller en Chine depuis tant d'années, là. Mais genre, ça vire, mon gars, là. Ça c'est aucun asti de sens. Fait que c'est ça, je sais pas où je m'en allais avec ça, sinon que je l'écoutais puis j'étais comme, bizarrement, ça me fait penser aux tournées des Pic-Bois, là. Ouais. C'est venu me chercher, puis j'étais là, faut jamais perdre ça. Juste avant la pandémie, on a fait une tournée en Abitibi d'une hostie de tempête de neige là, qui avait aucun bon sens. Ouais. On arrive à Amos, tempête de neige, mon char, ma Honda Civic 2009, on roulait dans la rue, puis on est resté pogné d'un banc de neige de la rue, là. Tu sais? Pas un coin, là, non, la rue, l'accumulation de neige, on pouvait plus avancer. Ouais. On avait pas de place pour dormir, fait que pendant le show, on a demandé au monde, y a-tu quelqu'un qui peut nous héberger? Puis comment il s'appelle? Jenny puis Pierre-Marc qui ont fait, venez chez nous, on a un sous-sol avec 3 chambres. What? Puis on est allé chez eux. Ah, mais les maisons de région, ça coûte rien. Ah ouais, mais écoute, on est reparti le lendemain, c'est un de mes plus beaux moments de tournée, ça. Là. C'était malade, là. Julien, après ça, il nous avait laissé les clés. Julien essayait de barrer la porte. Il n'était pas capable, puis ses culottes ont tombé. Fait qu'on voyait toutes les fesses dans Tempête de neige. Là. J'hurlais de rire. J'étais comme, man, cette vie-là est parfaite. Là, c'est drôle. Ouais. Ben, c'est... Comment dire? Des fois, puis ça, je le comprends, t'es encore émotif. Non, mais... Ouais. Non, mais il faut les prendre, ces moments-là. Tu sais, genre, comme c'est... Comment je dirais, tu sais, genre, on met beaucoup de l'avant, en fait, non seulement les beaux moments, mais les beaux moments comprenables, j'ai le goût de dire. Mais tu sais, genre, c'est le fait d'avoir dormi dans un sous-sol parce que le char était d'un banc de neige avec les fesses à Julien, là, ça, je viens de sommériser l'histoire au complet. Ouais. Mais ça, c'est un beau moment, comment dire, c'est un beau moment qui t'appartient aussi. Tu sais, je suis content que tu l'aies partagé dans le cadre de cette entrevue aussi, mais tu sais, genre, tu peux pas exactement l'expliquer sur Facebook, c'est juste un trésor pour toi. Tu vas le garder, puis ce sera ça. Tu sais,
Je vais profiter en fait de ce que tu m'as dit parce que tu m'as fait penser à beaucoup de choses qui sont arrivées dans le cadre de notre tournée. Je peux te parler de notre tournée un tout petit peu? Absolument. Vas-y. Ça, c'était un moment et documentaire et de tournée vraiment intéressant. Connais-tu Mégane Brouillard? Oui. J'aime beaucoup Mégane Brouillard, beaucoup d'admiration pour elle. Ça fait longtemps que je l'emploie en fait avec mes shows thématiques Ciné Nacho qui sont des shows concept. Tu as déjà participé, belle lurette sur le show des petits garnements. Et c'était drôle, ça, Danny Presto qui joue genre un petit garnement qui a grandi. En tout cas, c'était terrifiant. C'était terrifiant et fucking drôle. Mais c'est ça, Mégane, ça va bien sa carrière, ça monte vraiment très très vite. Puis on voulait la voir pour une grosse partie de la tournée en fait, parce qu'on était dans le Nord. Le but, c'était de partir de Montréal puis se rendre jusqu'en Gaspésie au Seashack, qui est une auberge de jeunesse légendaire dans laquelle il n'y a jamais d'humour. Festive. Sur un hostie de vieux. Non, pour de vrai, on l'a compris. Fait que on était comme nous, on se rend là, puis on va s'arrêter faire comme 4 shows, comme ici et là, un peu partout. Puis le Seashack, c'était le deuxième show. On commençait par aller à Québec, après ça, on se rendait au Seashack, puis après ça, on allait à Témiscouata sur le lac, après ça, on allait là. Et on savait qu'on n'allait pas être très bien payé pour ces shows-là en tant que tels. On était vraiment comme début septembre, tous les budgets de subventions avaient été dépensés, ainsi de suite. Mais Mégane a décidé de venir avec nous parce qu'elle avait jamais été au Seashack, puis c'était son rêve. Fait que de un, quelle bonne raison de partir sa route. Juste le fait de que moi, j'ai toujours voulu aller là, vous me posez d'aller là, let's go. Là. Vous pouvez me payer 11$, ce sera ça. Fait que salut Mégane. Mais c'est un show gratuit là-bas, en fait, dans le sens que nous, on est payés, mais eux, ils peuvent pas vendre des billets. Ils peuvent seulement, comme les gens qui seront là à l'auberge en ce moment, c'est eux qui vont voir le show. Ouais. On arrive, le show qui devait avoir lieu la veille n'a pas pu avoir lieu parce qu'il pleuvait, puis c'est un show extérieur. Fait que notre première partie, c'est une ligue de lutte féminine de Rivière-du-Loup. T'as 2 heures de lutte, genre, avant la comédie. Et pour de vrai... C'est bon, ça, là? Oui! Oui, c'est pas contre eux, mais c'était pas de la bonne lutte non plus. En tout cas, ça donne que je suis un fan de lutte aussi. Des fois, la mauvaise lutte devient de la bonne lutte. Des fois, la mauvaise lutte devient la bonne lutte. T'avais 2 personnages d'animatrices de camp de vacances fâchés. Ça, c'était... ce que tu me décris, c'était un rêve. Oui, là. non, je sais, c'était pas des bons somersaults, mais pour de vrai, le décorum, c'était extraordinaire. Oui. Et après ça, on embarque sur la scène. On avait été engagé pour faire un show d'1h15. Ça dure 2h30. Tu sais, quand tu t'es engagé à faire 20 minutes, mais ça vire en 40 juste à cause des rires. Ouais. Pour de vrai, on était 4 humoristes sur le show, meilleur show de nos carrières respectives à chacun d'entre eux. On était éclairés par le soleil. On avait calculé pour avoir du buffer en matière de soleil. Le soleil se couche un matin. Il faut qu'on amène le pick-up d'Oli Picard avec les lumières c'est hautes pour éclairer le stage. C'est redneck, ça rit, ça finit plus. Même les hecklers étaient agréables. Là, genre, comme ils nous criaient une affaire, on peut rebondir là-dessus pendant 3 minutes. Genre, c'est une fille qui me donnait, elle a crié parce qu'elle maîtrisait plus son volume pendant que je jouais. Je sais pas si c'est le vin ou il est vraiment drôle. Puis là, je suis juste comme, on va en parler. Chaque fois que j'avais une clap, je me retournais vers elle pour dire genre, fait que c'est-tu le vin ou elle était pas pire celle-là? Êtes-vous toutes sous ou j'ai fait une bonne joke? C'était... Maudit que c'était le fun. C'était drôle parce qu'on est tous en couple aussi, en fait, dans cette tournée-là. Et on a refusé, parce qu'on est des bons conjoints-conjointes, tellement de rapports sexuels après ce spectacle-là. Ça faisait aucun sens, l'amour que les gens voulaient nous donner. C'était ridicule. Mais le plaisir qu'on a eu, on savait tellement pas à quoi s'attendre dans un contexte tellement focal. Ça sentait... En tout cas, bref, c'était... Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on l'oublie souvent, mais le sexe est une forme d'autoproduction. Oui. D'auto-reproduction. Oui, aussi, effectivement. Elle est bonne. Je me sens comme ça. Je me suis auto-reproduit en tournée. Oh, tu l'as ressuscité, merci. Mais c'est... Non, mais c'était... On la voyait juste pas venir, puis au final, c'est un moment magique qu'on va gérer toute notre vie. Mais en même temps, ça a créé un moment tellement étrange parce qu'on est monté dans le char, tu sais, hangover, la tête pleine de beaux souvenirs. On avait trouvé un bon Airbnb vraiment pas cher aussi avec alcool fourni. On capotait. Là. Pour être tout ce qui devait bien se passer, c'est bien se passer là-bas. Puis en allant vers Témiscouata sur le lac, qui était le show le lendemain matin, on était comme wow! On est au milieu du documentaire, puis il n'y a aucun show qui va topper ça, je suis sûr. Puis on avait raison. Puis c'est pas grave, mais c'est aussi ça la vie. T'sais, des fois, tu fais un show qui va te marquer jusqu'à la fin des temps, puis le lendemain matin, ça, c'était fucked up. Rivière-du-Loup. On avait fait un partenariat avec l'association étudiante du cégep de Rivière-du-Loup qui nous ont super bien reçus, on les salue, tout, sauf que c'était clairement des gens qui organisaient un show pour la première fois. Ils avaient réservé la grande salle de Rivière-du-Loup. Ça, c'est une salle de 1000 places avec une mezzanine. C'est un grand théâtre. Genre, c'est fait pour des one-man shows de tournées comme de renommée comme... provincial, en fait. Là. J'allais dire international, mais c'est pas vrai pas en tout. Le Québec étant ce qu'il est. Et au final, on arrive 2h30 avant le spectacle
Et je vois la fille à qui j'ai parlé sur Zoom qui arrive et qui commence à mettre des posters sur les murs. Fait que je suis comme, oh shit. OK, je vais faire une recherche Facebook. Je check s'ils ont partagé l'événement. Ils l'ont parlé une fois. Ils l'ont partagé une seule fois, 17 jours avant le spectacle. C'est bien ça. Oui, ça c'est très bien. Et donc, on commence à se faire à l'idée que c'est un bon spectacle parce qu'on a des cachets établis, on a de la bouffe établie, toutes nos dépenses sont payées, c'est le fun, mais ce sera pas plein. Et on avait raison, il y a 21 personnes dans une salle qui peut accueillir 1000 personnes. Oh. Tu sais, 21 personnes dans une salle de 50, on va dealer avec. Non, c'est ça. 1000? Ouais, 1000. On peut pas faire semblant que c'est un peu plein, là. C'est une rangée. Oui. Puis ce serait déjà pas pire si c'était assis tous ensemble. Ou tu un petit moton. Là, ouais, mais ils ont fait exactement ce que je fais, moi, quand je suis dans le public. Parce que moi, je suis quelqu'un de gêné dans la vie. Je suis souvent assis, mettons, sur le bord d'une rangée pour pouvoir comme me lever sans enjamber des gens. Genre, c'est... Puis il y avait comme plus de rangées que de personnes, là. Fait que t'avais du monde en arrière, t'avais 2 personnes, c'est la mezzanine. Pourquoi t'es au 2e étage? Pourquoi, man? Pourquoi la 2e étage est ouvert? En tout cas, bref, ça. Ouais. Mais je me souviens, en fait, j'ai fait un petit caucus d'équipe, genre, pour dire, guys, 21 personnes dans un bar, c'est le fun. Dites-vous qu'on est dans un bar. Caler une bière, je sais pas, genre, faites de quoi, mais genre, on doit quelque chose, on est payé 300$ chaque pour des 15 minutes, ça va être le fun. C'est ça qui va nous aider à payer nos loyers cette année, puis c'est ça l'objectif du documentaire aussi, genre, gagner le droit de gagner nos vies avec ça. Ben, tu sais, puis en même temps, tu fais un docu sur l'autoproduction, si tout va bien, c'est comme... C'est ça. Il faut que tu montres que... Oui, absolument. C'est rocailleux, là. C'est fou en plus parce que ça, c'est l'avant-dernier épisode. Fait que ça finit sur une espèce de genre... c'est peut-être le genre de film qui finit crissement mal, en fait. Là. Fait que c'est... Mais on a eu du fun pareil, puis je suis sûr que ça vous est arrivé, ça aussi. C'est une espèce de moment de comme... on va trouver c'est quoi les quelques aspects le fun de ce spectacle-là, puis on va focusser là-dessus, tu sais. Ouais. Ben oui, tu sais, ne serait-ce que, là, j'ai pas une anecdote qui me vient en tête vite fait de même, mais tu sais, tout devient une joke rapidement, là. Même quand ça va pas bien, ça devient une petite joke, là, puis on rit. Oh oui, mais oui, d'aller trouver ton plaisir sur le moment. Je me souviens, OK, ouais. Quand on a fait l'Abitibi, la fois d'Amos, on a joué aussi à La Sarre. OK. C'était notre dernier show de la tournée, fait que on est fatigué, puis on a brossé, là. Fait qu'on est fatigué, épuisé. On arrive, le monde arrive, puis on est dans minuscules coulisses qu'on a. Mm-hmm. Puis on catch dans l'énergie qu'on entend avant le show. On est comme, OK, ça va être intense. Là, on arrive sur le stage. Puis tu sais, c'est le monde, tu dis une phrase, puis t'as 6 phrases qui t'arrivent. Là. C'est comme un show rock. Là, puis... Fait que là, on fait notre numéro d'intro, mais tu sais, on se bat un peu pour le faire. Ouais. Puis il y a comme un moment après ça où on est les 3 dans la coulisse pendant genre 10 secondes. Puis on s'est juste regardé, puis on a fait, hey, tu sais, ce sera ça, puis c'est bien correct. Ouais. Fait que tu sais, juste de se mettre en mode, hey, on va-tu vraiment se battre contre du monde qui a du fun et qui veulent faire le party avec nous autres? Non, c'est ça, ils sont pas en train de se faire chier. Non, c'est ça, on a fait fuck off, esti, on jase avec eux autres, puis tu sais, après ça, on a fait nos numéros, un peu plus broche à foin, un peu plus rock'n'roll. Ouais. Mais c'était parfait, man. Puis on est sorti de là, puis on a fait, Chris, c'était ça qu'il fallait faire, là. Ouais. Mané, t'arrives d'un party de bureau, tu sais, c'était comme un party de village, là. Le maire était là, tu sais. On va faire quoi? Non, rentre dans le party, puis ferme ta gueule. Ouais, let's go. Là, tu sais, si on voulait faire des jobs duquel on peut prédire à l'avance toutes les heures de la journée qu'on va faire, genre toutes les minutes, genre, je veux dire, on serait comptable, là, tu sais, on ferait pas ça. Tu sais, genre, il y a une part d'un... Puis, vas-y. Ouais. Tu sais, depuis tantôt, on parle beaucoup du côté imprévisible, roche à foin, tout ça. Ouais. Mais tu sais, il y a quand même... Moi, ce qui m'a marqué beaucoup, c'est que après ça, quand les réussites, disons, une tape dans le dos de l'industrie là, arrive, c'est... Tu te sens... Tu sais, ma chanson Underdog parle un peu de tout ça. Là. Ouais. C'est on vient de rien, on s'est bâti sur les gens qui nous ont aimés. Ouais. Puis à un moment donné, quand tu as assez de gens qui te lèvent, l'industrie finit par faire comme... Hein? Puis tu sais, nous autres, dans notre cas, moi, on le sait, là, on est conscient, quand on a fait à ZooFest la Ligue d'impro des Pic-Bois en 2017, c'est ça qui nous a fait passer de... On a l'air des ados qui s'amusent en se donnant des coups de poing d'un gosse, là. Ouais. Le show, la Ligue d'impro, je pense que tout le monde du milieu a fait comme OK, c'est des artistes, c'est des professionnels, tu sais. Ouais.
Puis même nous autres, ça a changé aussi avec ce moment-là. On se voyait plus comme de la relève. Ouais. C'était, non, on est des humoristes professionnels œuvrant dans l'underground, soit, mais c'est plus vrai là, que je suis un novice et que je connais pas mon travail. T'sais. Non, c'est ça. Ça a tout changé. Puis, tu vois, à ce ZooFest-là, on avait eu le coup de cœur du public. Puis en allant chercher le trophée, moi, j'ai pleuré. Puis c'est la première fois que je pleurais. C'est pas dans ma nature là, de pleurer. Puis cette fois-là, en m'en allant, j'ai des larmes j'ai les yeux qui sont venus pleins d'eau. Puis il y a du monde qui pensait que je niaisais. Oh! Il y a du monde qui m'a dit, Chris, je pensais que tu niaisais parce que ça a l'air du gars des Picbois qui niaise. Puis j'étais comme, man, c'est la première fois là, en 10 ans qu'on avait un genre de good job, tu sais. Ouais. Puis man, c'était... Puis après ça, ça a comme ouvert plein de portes. On a continué à s'autoproduire puis tout, là. Mais ça l'a amené comme une crédibilité. Puis je pense que ces moments-là, autoproduction ou pas, mais je pense que quand tu t'autoproduis, c'est juste que c'est plus long. Fait que quand ça arrive, tu le sens, là, le déclic. Tu sens qu'il y a une switch qui se met à on. Puis ça, c'est fucked up. Là, tu sens les moments qui sont importants, tes vies, tes savours. Puis ça n'a comme pas de prix non plus. T'sais. Non, Quand on s'est fait inviter, les Picbois, à faire notre premier gala, on avait fait de la figuration, là, mettons. Là. Mais à faire notre premier vrai gala sur le gala des Denis en je sais plus quelle année, c'était important. C'était gros, on était content de le faire. Quand tu as cette petite tape-là dans le dos, c'est malade mental. C'est tellement cool. Là. C'est pas un... Ben, je suis ému, pour commencer. C'est pas un reproche contre qui que ce soit en tant que tel, mais j'ai l'impression que des fois, ça dépend vraiment de la vie que tu as eue aussi. Je sais pas s'il y a un lien à faire avec l'autoproduction, mais des fois, il y a des gens qui se font valoriser très jeunes et par conséquent qui prennent la valorisation et le renforcement positif un peu pour acquis. T'sais. Mais quand c'est long avant que tu en aies, ces moments-là font du bien. Parce qu'au final, c'est j'en parlais avec Josiane Aubuchon, que j'ai beaucoup d'admiration pour elle. En fait, c'est... il est arrivé quelque chose. Josiane m'a fait beaucoup penser à Charles Beauchesne ces temps-ci. En fait, puis un peu à vous aussi, en fait, parce que je trouve que Josiane elle a tout pour avoir une belle carrière puis une reconnaissance, mais c'est juste une question qu'il faudrait que les gens catchent qu'elle existe. Genre. Puis les Picbois, je me souviens, encore une fois, je te crois souvent, fait qu'il y a bien des affaires, je te dis un peu sous, là, mais c'est merci. Un numéro. Non, mais je le pense, je suis juste bien honnête que 2 bières dans le nez, mais tu sais, il y a un numéro que vous aviez fait dans le show, je l'appelle le show pas de pénis, parce que c'était au ZooFest. C'était enfin drôle. Oui, exactement. Ouais. Puis c'était toi qui ris des numéros trop théâtraux, puis c'est juste tu parles à un gars qui s'appelle Joseph, qui est pas là, puis à ce jour, pour de vrai, je sais pas si j'ai autant ri que il y a un moment où tu fais un déplacement de scène complet qui sert à rien. Puis tu reviens où t'étais. Ouais, c'est ça. Je pars d'un bout de la scène, on va, puis là, une petite pause de comme il regarde la lune. Il revient à son endroit, puis il continue son speech. Quand Joseph, moi, il me faisait rire ce numéro-là, c'était juste le. Et puis il y avait une musique de violoncelle. Oui. Cet homme-là, dont on ignore le nom, il arrive, il enlève son capuchon. Puis... Joseph d'Arimathie. Je savais que je vous retrouverais au pied du grand cerisier. J'ai parlé aux pharisiens, Joseph. Là, ça part. Tu sais. Ce qui me faisait rire, c'est qu'il n'y a aucun gag là. Il n'y en a pas. Il y a 0 gag. Puis, une fois, j'ai essayé de le faire avec d'autres mondes. Ouais. Puis, les gens succombaient ils n'étaient pas capables de ne pas faire de gag. Ouais. Puis, c'est que cette style d'affaire-là, si tu mets une joke, ça marche plus. C'est ça. C'est ça, genre. Ben bref, vous me faites tellement rire depuis comme super longtemps. Puis ça, moi, dans ma tête, c'est la Ligue d'impro des Picbois. J'ai adoré ça aussi. Je l'ai vu. J'ai vu plusieurs fois cette année-là. En plus, mais comme... Puis je suis fan, là, en tout cas, c'est assez clair, là, mais comme ça m'a pas plus fait rire que d'autres choses que vous aviez faites avant. Dans le sens, je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce spectacle-là. Ben, je vais te le dire, là. Puis à un moment donné aussi, c'est toi qui décides à un certain point de où t'es rendu. Ah. Nous autres, avant ça, à ZooFest, on disait tout le temps hey, on va faire notre show, puis on va le faire genre 15 fois, mais d'une salle de 100 personnes, 80 personnes. Mm-hmm. Ce qui était parfait pour cette époque-là, là, où on était. Puis à un moment donné, on s'est dit
non, c'est plus ça. Là, on va faire la Ligue d'impro dans une on était comme, c'est quoi votre plus grosse salle? Ben, c'est celle-là. Et voilà. Bon, ben, c'est là qu'on le fait. Puis là, tu sais, ils font, ouais. Puis là, on dit, nos shows ont toujours été pleins dans des petites salles. Fait que là, on fait un événement. Puis ZooFest a été fucking cool de nous faire confiance là-dessus. Ouais. Puis ça a toujours été un peu ça, notre relation avec eux autres. C'était, gars, on vous propose un pari. Ouais. Si ça chie, ce sera de notre faute, là, mais on vous garantit qu'on peut l'avoir. Puis Chris, ça marchait, tu sais, Ouais. mais ça prend quand même un... Tu sais, tu disais, je vous trouvais pas plus drôle ou moins drôle, là. Non, mais c'était pas un reproche, c'est juste... Non, je sais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en quelque part, là-dedans, c'est nous autres qui a décidé à un moment donné, hey, là, On est rendu là. on tu le sais. step. Là. Puis ça prend du temps avant de comprendre que c'est dans tes mains à toi, ça aussi. Ah oui. Tu sais, c'est pas si t'attends que quelqu'un fasse comme hey, toi, viens avec nous. Ouais. C'est pas de même ça marche. Tu sais. Oui, tu vas avoir un Mike Ward qui t'invite à faire sa première partie ou sous-écoute. Ça arrive. Là. Mais non, à un moment donné, c'est toi qui dis moi, je suis rendu là. Oui. Puis, c'est ça. C'est fait que je pense que. Oh, ça a fait un drôle de son. Non, Je pense que. Je pense que la différence, mettons, avec Enfin Drôle, qui était, si je me trompe pas, 2015, puis la Ligue d'impro, qui était 2017, c'était nous autres qui a fait. Encore là, on n'est plus des amateurs. Ouais. On a décidé qu'on était rendu là. Tu sais. Oui, absolument. Félicitations pour ça. Mais c'est tough à faire. Tu sais, Ouais. tu t'en rends pas compte de ta valeur là, quand t'es dedans. Là. C'est que ça peut avoir l'air d'un exercice d'ego. C'est bizarre, mais comme c'est parce que je l'ai vécu un peu très différemment aussi, mais comme moi, maintenant, j'ai comment dire, on ira peut-être là si on a le temps. L'an passant, il est rendu. Je te suis. C'est ça, il nous reste, mettons, un 20 minutes dans le deadline. Mais comme je parlais de tantôt, en fait, vraiment au début du podcast, du moment où comme faut que tu fasses le saut, même si tu te sens pas prêt. Ouais. Moi, en fait, je suis tombé comme à vivre de l'humour parce que, sincèrement, puis pas être lourd ou rien, mais en fait, pour des raisons de santé mentale, j'étais plus capable de faire ma job. J'ai jamais aimé les cellulaires dans la vie, puis j'en ai vendu pendant 10 ans. C'est sûr. Mais tu parlais de ça tantôt en plus, puis c'était fou raide, là, parce que moi aussi, je travaillais dans un club vidéo. Puis, moi, être honnête, là, day to day, c'est sûr, j'apprécie l'humour pour ce que ça m'apporte, mettons, mais comme day to day, meilleur job. Travailler dans un club vidéo. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça aussi. Pour plein de raisons, j'ai arrêté, puis ça fait bien du sens, là, genre. Puis comme c'était pas une carrière dont la longévité est extraordinaire, spécialement en ce moment, même dans le temps. Mais bref, j'étais plus capable de faire. J'étais plus capable de vendre des salles. J'étais juste plus capable. Il n'y a rien d'explication. Fait que j'ai arrêté. Puis la façon que j'étais capable d'en vivre, parce que j'en vivais pas quand je vendais des cellulaires, c'est que je me suis juste mis à demander de l'argent pour les jokes. Je me suis mis à refuser les shows gratis en région. Je me suis mis à me respecter, simplement, un peu en tant qu'artiste. Puis, généralement, quand tu demandes de l'argent, on te le donne. Quand tu demandes des plus grands... Ben, je comprends. Des fois, on me dit non, puis ça fait partie de la game, mais genre, comme appliquer pour des affaires, essayer de donner de la valeur. Si tu crois en ta valeur, les gens vont la suivre, mais si tu crois pas en ta valeur, les gens vont suivre de pas croire en ta valeur non plus en tant que tel. Oui, c'est ça. Fait que c'est une étape importante, mais oui, je veux aller beaucoup par rapport à ça, de juste comme là, on va faire un événement parce que ça a été des événements, même si on n'a pas essayé d'en faire des aussi gros événements les dernières fois. Fait que c'est. Non, c'est un beau moment, mais oui, effectivement, tu sais, genre, ça peut rendre nerveux, tout ça. Moi, je deal très bien avec ça. Hey, je vais te le dire, là. Ça en est même un peu triste. OK. Il y a eu un moment donné, c'était notre première d'un show ZooFest, mais je me souviens pas lequel. Là. J'étais dans la coulisse, c'est notre première. Là. J'étais dans la coulisse, puis j'étais comme. J'ai pas peur, je suis pas stressé, genre, je me sens prêt. My God. Je me sens prêt, je sens que je suis rendu là, je suis en confiance, les gars sont en forme, on est là. Cool, on le fait. Let's go. Mais ça m'a un peu fait peur aussi, parce que là, il est où? Là, je suis supposé d'avoir peur, tu sais. Ouais. Ça m'arrive encore un peu aujourd'hui là, d'avoir des... J'ai fait un gala juste pour rire cet été avec Rosalie. Oui, oui, effectivement. C'est pas moi qui l'ai fait, là, c'est Monsieur Crest. Là, mais, oui, non, effectivement, mais t'es... Puis tu sais, avant, oui, je suis nerveux parce que c'est un gala juste pour rire, puis c'est capté, puis il y a du monde, puis bon. Mais j'étais confiant. Ouais. J'étais comme... Non, je sais ce que je m'en vais faire. Ouais. Fait qu'à partir de là, j'étais juste en contrôle. Puis, c'est ça. Mais des fois, je m'ennuie d'avoir le scrotum qui... Ouais.
Ben, tout ça, là, t'as la prostate qui... non, c'est ça t'élance dans le pénis, là, Oui, de genre comme... Là, t'as envie de pisser aux 20 secondes, là, Pour puis tu vas pisser une goutte, t'es comme... Non, c'est ça, tu fais semblant. Genre, c'est comme si ça détendait. Alors un moment, là, de qualité. Oui, absolument. Ça m'arrive encore un peu, mais... Ouais, je m'ennuie des fois la crise de panique, là. Ben, ça, en fait, c'est... je vais en profiter pour transformer ça en brag parce que c'est ça. J'aime que tu colles ton foulard comme si. Ouais, je vois. Oh non, c'est pas dérangeant. C'est juste que j'avais pas commencé à être stressant encore. Mais c'est. Non, mais c'est. En ce moment, je suis en train de travailler. Puis je t'inviterai d'ailleurs parce que ça marche avec des invités, mais je suis en train d'essayer de vendre un cours d'autoproduction à l'école de l'humour. Ben c'est tout simplement en fait parce que je trouve le modèle de l'école de l'humour, puis j'en ai parlé avec la directrice pédagogique, puis elle est bien à l'aise avec ça. Je trouve le modèle de l'école de l'humour en ce moment est beaucoup basé sur le principe de comme des agents vont sélectionner un très petit pourcentage de chaque cohorte, puis les autres vont un peu aller, les autres de la cohorte vont un peu aller se faire foutre. Puis ça fait que beaucoup de monde se ramasse à, mettons, travailler chez Desjardins 40 heures semaine, tout de suite après avoir fait l'école, joue pas pendant 8 mois, finalement lâche. Puis je trouve ça plate. Fait que je trouve que ça serait intéressant de jaser de mécanique, de réussir à vivre de l'humour l'année après avoir fait l'école de l'humour, parce que d'un côté c'est le fun, d'un côté t'as full dette. Fait que ça c'est sympathique, mais une affaire qui revient souvent quand je parle de ça, puis quand je parle d'autoproduction, c'est on me pose la question, t'arrêtes-tu d'être nerveux quand t'organises des événements un moment donné? Puis moi, je réponds non, mais à un moment donné, tu as de l'expérience de savoir qu'au final, ça va bien aller. Ouais. Moi, le seul truc que j'ai trouvé, puis je trouve ça le fun, parce que moi aussi, mon scrotum s'est relâché, en fait, quand je lance des événements. Le seul vrai truc que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, tu as toutes fait les étapes pour mettre toutes les chances de ton côté. Pour un événement, quand tu es sur un gros show, c'est juste comme je l'ai assez rodé, câlisse. J'ai tout dit oui au show que j'avais besoin de faire pour avoir confiance en mes jokes. Le travail, je l'ai fait. Le millage, je l'ai fait. J'ai dormi la veille. Je suis pas le lendemain de veille, c'est ça. Puis à un moment donné, c'est juste... Tu as assez d'exemples dans ton passé de fois que ça a bien été si tu faisais les bonnes affaires pour que ça y aille. Puis l'autoproduction, autant d'un point de vue de produire des événements que de les performer, tu finis par le catcher, ça. Ouais. Juste le fait de, Chris, je suis peut-être rendu bon à organiser des affaires. Peut-être je connais les bonnes salles, peut-être je connais mon public, peut-être je sais ce qui marche dans ce que je fais, puis je suis en maîtrise de ça, puis on va la remplir, la grande salle du ZooFest. Puis... Ben oui! On est capable de gagner! Youpi! On a construit notre propre pyramide. Oui. J'aime ça, si t'es à tout. Ouais. Ouais. Il y a deux aspects que je voulais amener, mais ça, on en a beaucoup parlé avec Pébé Rivard, en fait. Mais toi, t'es un grand figurant. T'es un personnage de figurant. Je l'aime, Big Max. Là, c'est fin. D'ailleurs, c'est que ça m'a fait rire de le voir apparaître dans le film Maria. Oui, le gars qui mange un hot dog. J'ai jamais vu quelqu'un aussi Big Max que ça. Là. Il y a plein de branches à ta carrière, puis une affaire que j'ai parlé avec Pébé Rivard, en fait, c'est le fait que des fois, tu as des projets auxiliaires qui poussent la carrière d'humoriste ou la carrière d'autoproduction. À quel point tout ce que tu fais converge vers tout ce que tu fais? Cette question-là méritait un meilleur français, mais je pense... Non, je pense que... Oui. Tu sais, les réseaux sociaux encouragent ça aussi. Tu sais, c'est ma page, puis tout va être là. Tout est là-dedans. Tu sais... Je vais donner quand on fait un show, on se fait quasiment plus parler de Décis et Déré, qui est le podcast qu'on fait à Choc. Oui, absolument. Décis et Déré, c'est le podcast de moi, Dom, Julien, Mathieu Niquette, Étienne Forêt, Sophie Pascotto, Linda Bouchard, Murphy Cooper, Nicolas. En tout cas, Nicolas. Murphy quand il veut. Je nomme tout le monde. Là. J'ai-tu oublié quelqu'un? J'aurais pas dû commencer à nommer du monde. Non, ben là, OK, je pense que j'ai nommé le monde, mais là, si j'oublie quelqu'un... T'as pas angoissé une fois au début du podcast jusqu'à ce que tu nommes tes amis. Voyons. Oh non! Ce que je me souviens même plus. Ouais, on se fait tout le temps parler de Décideret. Fait que, tu sais, nous autres, on est conscients que Décideret est un peu le carrefour. Le canal de communication. Ouais. Je vais aller parler de ma musique là-bas. Quand je vais faire Décideret parler de mon nouvel album, je le sens que ça a un reach plus important. Les Pic-Bois, tu sais, si on parle d'un show à Décideret, ça a sa portée aussi. Tu sais, même, c'est ça ce que je fais en figuration. Ouais. Ça vient, oui, s'ajouter parce que je pense que les gens qui suivent les Pic-Bois
de me voir dans le décor à côté d'une plante en train de boire mon café, ça fait partie de la grosse joke que tout ça est, tu sais. Oui! Fait que c'est ça. Puis tu sais, on parle d'autoproduction, je trouve qu'il y a de quoi qui rejoint beaucoup ça. Tu sais, pour moi, dans mes jokes de Big Mac, qui est si j'apparais dans... je sais pas, là... Si j'apparais dans 30 vies, mettons. Oui, ce qui est moins drôle que... enfin drôle. si j'apparais dans 30 vies, ben tu sais, c'est que je vais le mettre sur mon écran d'ordi, puis là, je vais aller filmer le Big Mac! Puis là, tu sais, c'est moi qui est en arrière en train de boire un petit jus, mettons. Ouais. Puis je trouve qu'il y a quelque chose par rapport à l'autoproduction de donner le spotlight à ce qui devrait pas l'avoir, à ce qui est pas. C'est comme de ramener ça à l'underdog, là, à celui que t'es pas supposé voir. Ben là, c'est comme, hey, il y a Dan Bigra qui est là, mais c'est comme Big Mac. Moi, Je pense que c'est un des vidéos que tu as fait qui m'a fait le plus rire, mais genre, je me souviens plus c'était quelle émission, mais c'était dans un hôpital ou quelque chose de même. Puis je pense que c'était. En tout cas, ça parlait de vasectomisation, puis vraiment comme. C'est dans Léo. Oui, non, c'est ça. Puis tu zoomes sur toi, puis ça pixelise dans 3 secondes. Underdog part, puis t'as juste toi en voix off qui est comme tu te fais couper la queue. ouais. Tu te fais couper la queue. Puis t'aurais pas pu faire ça si c'était pas. T'avais fait une journée à faire semblant d'exister, genre, pendant Léo. Ouais. Ça me fait tellement rire, mais tu sais, c'est... Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, tu m'as pas coupé du tout. Ben oui, la figuration. Écoute, Puis tu sais, j'ai un peu ça, à sa manière, avec Claude Crest, qui est que Claude, le show business qu'il a connu, lui, dans les années 60, 50, il n'existe plus. Non. Tout le monde est disparu. Et aujourd'hui, il connaît rien du showbiz actuel. Fait que lui, il croiserait Guillaume Lepage, il sait pas c'est qui. C'est ça. Puis je trouve que, un peu comme ce que je fais avec Big Max, d'enlever le zoom des vedettes, il y a de quoi que je trouve démocratique. Il y a de quoi qui ramène tout le monde au sur le même pied, tu sais. Puis là ça sonne peut-être comme un brag, là, mais je trouve ça important, moi. Puis c'est quelque chose. C'est l'aspect de Claude Crest qui me fait le plus triper. Oui. Puis même moi, mettons, tu me mets moi, Maxime Gervais, d'une pièce avec Patrick Huard, je vais être full intimidé. Là. Oui. Je vais être comme, hey, OK, puis je vais parler, puis je vais rire à toutes ces jokes. Claude, si je mets le costume et la petite crise de perruque, Claude, lui, salut garçon, tu sais, il est pas du tout conscient de ce qui se passe, puis je trouve ça le fun, ce mood-là, tu sais. C'est une belle inconscience, effectivement. J'ai pas le goût de partir sur 10 minutes de pourquoi j'aime Claude Crest, mais c'est oh là là, c'est... je veux juste en profiter pour corroborer ce conseil-là, parce que je trouve que t'es un bon exemple aussi, en fait, mais tu sais, c'est le fun de ton podcast. Ben oui ou non, je suis valorisant dans mes entrevues. Non, mais c'est parce que c'est quelque chose que j'ai fait, puis là, j'ai pu à le faire, en fait, c'est particulier, mais je pense que j'étais au bout de ce procédé-là. Moi, quand j'ai fini l'école de l'humour, en fait, je me suis trouvé un autre métier. En fait, je me suis trouvé 8 autres métiers, mais dont je suis devenu modèle vivant. Je sais pas si tu savais. Oui, tu me l'avais déjà dit. Oui, non, j'ai fait ça, puis ça m'a aidé à payer mes billes pour commencer. Puis la première raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que je voulais travailler ma vulnérabilité sur scène, puis je te promets que ça la travaille sur un hostie de temps. Nu, là, oui, nu, là, nu devant des cégepiens à 9h le matin, là. Des fois, je tiens une pomme. La graine, là, tout. Oui, non, les baloches au vent, là, absolument. Il y a déjà un prof qui s'est approché de moi pendant que je faisais une pause pour me dire « Tu veux-tu combattre la chaufferette? » Ceci est arrivé. Ça, c'est... Est-ce que... là, il nous reste pas assez... Est-ce que... Mettons, ça se pourrait que, je sais pas, là, tu te mets à 4 pattes puis tu sais, le monde voit mon anus. L'intérieur de ta raie, là? Oui, c'est arrivé 2-3 fois. Puis ça, tu le sens en plus parce que des fois, c'est des longues pauses puis, tu sais, le vent, tu sais comment ça marche. Tu sais, c'est 20 minutes, puis parce que l'affaire, c'est que tu sens un peu de vent parce qu'il y a un ventilateur, mais tu sais, il ondule. Fait que tu choisis la pause, t'as l'impression que tes fesses sont pas écartées, mais finalement, tu sens vraiment le vent direct sur ton petit trou de balle, puis là, ça fait comme, OK, non, il voit tout. Puis souvent, c'est quelqu'un qui est en train de le dessiner. Ben, souvent, c'est à 360 degrés. En plus, les gens autour, fait que t'as toujours quelqu'un qui a pas ton meilleur profil. Genre la raie et un derrière de scrotum et un bout de pénis qui... Aïe, oui, non, c'est ça. Mais je suis pas quelqu'un de très complexé, ça a beaucoup aidé. Oh, mais bref, de un coup de théâtre, ça a fait un excellent numéro. Puis j'avais jamais pensé, en fait, à l'angle de l'anus, fait que je vais rajouter ça au bit, mais c'est... tu sais, tout ce que je fais pousse ma carrière d'humoriste plus loin. T'sais, genre, comme ce podcast-là, le documentaire, d'une manière ou d'une autre, c'est niaiseux, mais l'annonce du documentaire m'a amené du booking de plus. Tu sais, j'ai fait une tournée de 8 shows que j'aurais pas fait, en fait, si c'était pas ça. Fait que, tu sais, au final,
c'est con, mais genre, comme tu sais, je te l'ai dit, le vidéo de toi qui fait de la figuration reste un des trucs les plus drôles que j'ai vu comme sur ta page, tu sais, puis c'est personnel, c'est juste ça m'a pris de court en tant que tel, mais comme tout ce qu'on fait, en fait, est supposé mener à ça, puis juste d'avoir des projets. Y a un humoriste qui est extrêmement cancellé, fait que je dirais pas son nom, parce que je peux pas vous dire tout ce qu'il a fait, mais il y a surtout une bonne phrase de m'amener. Il a dit, quand tu commences à faire de l'humour, c'est comme travailler dans une cuisine, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose à faire pour faire avancer ta carrière. Il y a toujours une job que tu peux faire de plus. Puis normalement, à tous les jours, tu es supposé faire au moins 3 affaires qui font avancer ta carrière. Puis je trouve que c'est une bonne affaire. Genre, puis c'est très large comme affaire, mais je trouve t'as l'air d'en faire 15. Puis j'ai... Ouais, ça? Oui, t'as l'air de faire 15 affaires à tous les fucking jours. Je sais pas. T'es bien gentil. J'ai pas calculé ça, là, mais... Ça dépend des jours, j'imagine. Écoute... Moi, je suis déçu parce que si tu avais parlé du modèle vivant au début du podcast, je pense qu'on aurait fait 1 heure là-dessus. Là. Ben écoute, je te réinviterai pour qu'on parle que de ça, là, mais c'est podcast sur le modèle vivant. À date, Mike Ward fait pas ça. Là. Je pourrais aller dans cette talle-là. Il nous reste 3 minutes. Tu veux qu'on en parle plus? Moi, ça fait plaisir. Ben, j'imagine que ton check-up avant d'y aller doit être... T'as beau pas être complexé, là. Ah, ben c'est une bonne douche. Là. Une bonne douche avec 2 sortes de savon. Là. C'est définitivement, là, je sens le sapin. Là. Là, je vais dans le très intime, là, mais bon. Ah, ben le pire, c'est que ma question très intime à ton sujet, tu y as déjà répondu. Okay. J'allais te demander si tu avais déjà passé proche de casser en deux avec le stress, mais t'as pas l'air très stressé. Fait que je pense que c'est réglé. Là, non, mais... ça va. Quand je suis prête, ça va. Génial. Hein. Fait que vas-y. Tu fais-tu un... C'est-tu comme un trimage quelconque pour avoir un meilleur jour? Tu sais, c'est plus ça, là. Est-ce que tu as le souci de... Là, je vais être à poil devant ce monde-là. Là? Ben, en fait, je te le dis, c'est particulier. C'est même un peu gênant, mais je trend dans le domaine des modèles vivants parce que les gars sont excessivement complexés. La plupart des gars dans le milieu, c'est des gens très, très cotes, vraiment comme épilés au laser. Et je m'en calisse un peu, mais pas trop. Ça me donne une valeur. J'ai déjà vu mon nom sur une liste qu'on appelle la liste des modèles non lisses. C'est dur à dire. Non lisses. Et ça, c'est parce que je fais partie des 3 modèles mâles à Montréal qui ne s'épilent pas les fesses. Et je suis le seul qui a en bas de 45 ans. Il y a Raymond Gontran Vincent. Ça m'a fait tellement du bien de voir ça. Mais même si tu savais les moments de bonheur que ça m'a apporté, cet aspect-là de ma carrière, une fois, pendant la pandémie, en fait, pour commencer, on m'a proposé de le faire sur Zoom. Puis là, ma ligne est là. Genre, comme il a fallu que je leur annonce, comme, rendu là, je vais faire un OnlyFans pour commencer. Puis deuxièmement, vous le savez qu'il y a de la nudité sur Internet. Mais donné, une dame m'a rappelé pour me dire, genre, oui, bonjour, est-ce que c'est Vincent le modèle? Puis là, je fais comme, oui, est-ce que vous avez recommencé les cours en présentiel? Non, pas exactement, mais c'est un cégep auquel tu as travaillé qui m'a référé à toi. Est-ce que vous faites les enterrements de vie de jeune fille? Ça n'a rien à voir. Non, pour de vrai, il y a le personnage qui parle à Joseph et ce moment-là, j'ai ri fort et gras et longtemps. Ça fait du bien. C'est pas le même métier. La seule règle, c'est que t'as pas le droit de bouger. Non, mais t'imagines-tu, je me pointe dans un jardin l'été de banlieue, puis juste comme, c'est toi ça, Claudel? Puis là, je bouge pas. Ouais. Puis t'as du extérieur qui joue en boucle pendant 45 minutes. Là, c'est... J'adore ça. Puis là, on a peut-être plus le temps, mais est-ce que... C'est-tu solennel? Tu te présentes... C'est léger ou... Au contraire, moi, l'humour aide beaucoup, en fait, à rendre les gens comme plus à l'aise, parce qu'il y a un certain fret, moins que des personnes âgées, parce que des fois, c'est des semi-retraités qui organisent ces trucs-là, mais avec les cégepiens, des fois, c'est plate à dire, mais je pense que j'ai été le premier homme nu que certaines personnes ont vu dans leur vie, qui était pas leur père, genre, fait que mon père portait des robes de chambre, fait qu'il faut que ce soit un peu léger. Faut que ce soit un peu léger. Je me suis acheté un peignoir blanc pour l'occasion, parce que je trouve que ça fait décorum un peu. Puis le truc que j'ai trouvé, c'est... Je jase un peu avec le monde avant. C'est quand, hey, salut, ça va, passer une belle fin de semaine. Tu sais, genre, mettons, juste du mini small talk, parler un peu de moi, dire que je suis humoriste. Puis le moment où j'enlève le peignoir, je le fais tout le temps au milieu d'une phrase plate. Je fais comme, genre, c'est ça, je sais pas pourquoi, là, en tout cas, je suis humoriste, les gens chiolent d'aller aux pommes avec leur blonde. Moi, je trouve que c'est fucking nice. Puis, c'est ça. Ça enlève tout le genre de...
Non, c'est ça. Là, on va le vivre. Le dévoilement vous de la êtes queue. prêts, c'est ça. Puis là, c'est mon peine, mais tu sais, c'est... Oui, puis je veux dire, tout le monde est consentant d'être là. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Puis c'est pas tant sexuel. Ben On m'a posé la question à un moment donné, genre tu te sens pas comme un travailleur du sexe en faisant ça, puis je suis comme, si tu penses ça, tu dois donner le pire sexe à la terre. Il y a rien de ce que je fais qui est sexuel. Là, c'est pas bouger pendant 45 minutes pendant que du monde me dessine mal au fusain. Là, Fait que c'est même que je refuse de le faire en maillot de bain. Des fois, il y a du monde qui dit ouais, dans les ateliers, les gens n'aiment pas ça, le pénis, fait qu'en maillot de bain, puis je suis comme genre non, parce que si on le cache, on le sexualise. Fait que non, il n'y a pas juste des jokes à faire là-dessus, mais ouais, cool métier, 35$ de l'heure aussi. Fait que des crédits UDA des fois même. Fait que ça d'ailleurs, finalement j'ai refusé de le faire. Puis on va finir là-dessus. Excusez, ça n'a plus rapport avec l'autoproduction. Moi, je suis on m'a proposé à Radio-Canada, en fait, de faire un élément de décor de modèle nu pour un talk show avec Marc Labrèche. Puis moi, j'aime trop Marc Labrèche pour le rencontrer dans ce contexte-là. Je suis désolé. Je suis désolé, ça peut pas être ça. Là. Je peux pas avoir la cache au vent pendant 2 heures, avoir mes 2 crédits UDA, puis juste faire en passant, j'ai des VHS de la petite vie, mon chum. C'est qui t'a été important. Ça peut pas être ça. On va se croiser au bon moment, moi puis Marc. Je comprends. Sur ce, il va falloir finir, malheureusement, mais ça a été un plaisir de te recevoir, Maxime. Je sais pas trop quand est-ce... Je sais, mais c'est ça, l'autoproduction aussi. Je pense qu'il y a des leçons à tirer de moi au vent. Donc, merci pour tout. Y a-tu quelque chose que tu veux plugger ou as-tu un conseil à donner pour la jeunesse? Allez, Joseph! J'ai acheté au Village des Valeurs. Non, à plugger Décideret le samedi matin de 11h à midi. La page des Pic-Bois, on roule en ce moment, on rote des numéros, on prend une pause, puis après on fait un podcast qu'on met sur notre Patreon qui s'appelle Pod de route. Mettons qu'on fait un show à Joliette, on est à Joliette, on fait notre podcast, on raconte des histoires qui nous sont arrivées dans le coin de Joliette, puis après ça on ouvre les questions du public. Fait que chaque podcast prend la couleur du public qui est là. Des fois on se fait poser... des questions, tu sais, comment écrire à 3, blablabla. Puis la ville d'après, ça va être pour combien vous sucez un cheval. Puis c'est bien correct de même, tu sais. Chaque ville a sa couleur, fait qu'il y a ça. Mon projet musical, Maxime Gervais Musique, c'est Spotify, Bandcamp, c'est partout. Engagez-le. Puis j'ai autre chose. Je pense pas mal ça. On travaille fort sur le... On aurait pu en parler dans l'autoproduction, mais on travaille fort sur le documentaire sur Monsieur Claude Crest. Oui. Ça va sortir ce printemps, fait que stay tuned. Je me suis retenu d'en parler parce que Mathieu Niquette m'a vendu une couple de jokes, je t'en parlerai après, mais ça a l'air tellement motherfucking drôle. Merci Maxime, merci tout le monde. C'était Rouler mais pas sur l'or, le podcast puis le documentaire. Likez, partagez. Je vous aime en fait. Essentiellement, je sais pas comment Internet fonctionne, mais l'amour, ça me connaît. Salut les chums.